Bertrand Amoussou, bonjour. Bonjour. Dans le monde des arts martiaux et des sports de combat, votre nom n'est pas inconnu. Talent précoce, vous allez être ceinture noire de judo dès l'âge de 16 ans. Pratiquant de judo donc, de jiu-jitsu aussi et de sport de combat. Au fil de votre carrière, vous allez décrocher des titres de champion de France, d'Europe et même du monde. À votre actif également, la seule et unique victoire d'un Français au Pride FC. Bertrand, bienvenue dans cet entretien face cam. Alors, si vous baignez désormais autour des sports de combat et des arts martiaux, plus jeune, il y a un moment qui vous a marqué. Ce sont les Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Pourquoi? Parce qu'à Berlin, il y avait un athlète américain qui s'appelait Jesse Owens. Et moi, quand j'étais jeune, je faisais du judo, bien sûr, et puis de l'athlétisme. Et j'étais assez friand des news et de ce qui se passait. Je me rappelle, j'avais un petit carnet où je notais toutes les performances, les miennes, et puis les performances également des athlètes dont on parlait. Et le cas de Jesse Owens m'a bien sûr marqué parce que, de par l'ampleur de l'événement et la période où ça s'est déroulé. Alors, qu'est-ce que vous avez le plus marqué chez Jesse Owens? En fait, c'est pas Jesse Owens, ça aurait pu être une autre personne, sauf que c'était Jesse Owens qui arrive à Berlin, dans une Allemagne nazie, avec Hitler, et qui claque 4 médailles d'or au nez à la barbe d'Adolf Hitler. Donc c'est ce truc-là c'est cette histoire qui m'a marqué en tant que Français d'origine africaine. Voilà, ça a été un fait marquant pour moi. Et vous en avez entendu parler comment des Jeux de Berlin? Sincèrement, je ne me rappelle plus, j'étais jeune. Mon père était également athlète et artiste martial et professeur, et m'en a sûrement parlé, et puis après, derrière, s'intéresser par les bouquins. Donc, et puis, dès qu'on parle de sport ou d'événements ou de sportifs exceptionnels, le cas de Jesse Owens arrive toujours. Alors, 1936, vous n'étiez pas né. Pas encore, non. Par contre, il y a un autre événement duquel vous serez contemporain, c'est la Coupe du Monde des Nations d'athlétisme à Düsseldorf en 1977. Et là, vous allez faire une rencontre. Ouais. Alors, c'est mon père qui m'amène à Düsseldorf. Donc, c'était en, je crois, septembre 77. J'avais tout juste 11 ans. Et j'étais un fan. Hein. Je courais après chaque athlète. Et pas forcément les athlètes qui concouraient, qui étaient sur le podium, mais des athlètes en survêtement. En fait, dès que je voyais un survêtement avec un pays dans le dos, je courais après, je donnais un autographe. Et un jour, c'était pendant une pause, donc je vois un survêtement avec USA derrière, donc je cours derrière. La personne était toute seule, me signe un autographe, et j'avais laissé mon père, en fait, j'avais couru pour rejoindre cet athlète. Et quand je reviens, mon père me demande de regarder l'autographe, et il regarde, il voit Edwin Moses. Et donc on est parti le voir, voilà, il a discuté un petit peu avec lui, je me rappelle qu'il m'a mis la main sur la tête, et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué, et j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer Edwin Moses. J'étais alors président de la Fédération internationale de MMA, on était en Afrique du Sud pour l'Agence mondiale antidopage, et j'ai entendu son nom, je sais qu'il était dans la salle, donc je suis allé le voir, et je lui ai parlé de cette histoire. Et ça a été un moment assez particulier parce que ça l'a ému, on a partagé quelque chose d'assez sympa. Et il en a parlé aux personnes qui étaient autour de lui en disant « ce garçon-là », je l'ai vu quand j'avais… Voilà, c'était assez drôle, donc il y a un truc particulier avec Edwin Moses. On rappelle Edwin Moses, ancien recordman du monde du 400 mètres. 400 mètres, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ça vous a traversé l'esprit de faire de l'athlétisme? Parce que vous en étiez fan apparemment. Oui, mais j'en ai fait. J'ai fait de l'athlétisme jusqu'à l'âge de 15 ans. Je faisais du sprint et du javelot. Et je devais rentrer en sport-études d'ailleurs. Mais je faisais en même temps du judo. En fait, j'étais champion interrégion en javelot et champion interrégion en judo. Et donc j'avais la possibilité de faire soit un sport-études athlé, soit un sport-études judo. Donc j'ai dû faire un choix de discipline en fait. Et j'aimais aussi bien les deux. Et mon choix c'est parti sur le judo parce que comme je disais, je tenais un carnet avec tous les records. Et moi, mon truc, c'était d'être un champion. J'étais un compétiteur et je voulais gagner. Et je m'étais rendu compte que si je faisais l'athlé, j'avais moins de chances statistiquement par rapport aux performances des Français d'être champion du monde que si je faisais du judo. Parce qu'il y avait plus de champions du monde en judo. Donc c'est ça qui a fait que je me suis orienté vers le judo. Et à 16 ans, vous êtes déjà ceinture noire de judo. Ça fait quoi d'être ceinture noire si jeune? C'est tôt, non, 16 ans? Bah, ça correspond à l'âge où on peut le devenir. Donc j'étais doué en judo. Donc moi, ça n'a pas été pour moi un fait marquant en fait. Hein. Quand on fait du judo pour faire de la compétition et du haut niveau, et à cet âge-là, j'avais déjà ça en ligne de mire.
la ceinture noire, c'était pas quelque chose, c'était important, c'est une étape importante, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui m'a marqué. Le fait d'être ceinture noire à 16 ans, c'est pas du tout, c'était juste, moi je voulais être champion, quoi. C'était ceinture noire ou ceinture n'importe quelle couleur, c'était voilà, c'était pas important. D'ailleurs, pour devenir champion à 18 ans, vous allez intégrer l'INSEP. Là, par contre, c'est un changement de monde, c'est un autre décor. Ah, c'est un autre décor. D'abord, j'ai fait 3 ans de sport-études. Et pour être à l'INSEP, il faut être en équipe de France. Donc j'étais depuis 84 en équipe de France junior. Et donc je rentre à l'INSEP en septembre 2005. Donc là, on rentre dans le temple de tous les sportifs français en préparation olympique. Donc voilà, là c'est la vraie vie de futurs combattants ou de combattants qui veut devenir champion qui commence, en effet. Alors souvent, qui dit sport de combat dit boxe. La boxe, vous en regardez pas mal aussi. Et puis il y a forcément une figure emblématique de la boxe que vous adorez, c'est Mohamed Ali. Bien sûr. C'est un petit peu comme Jesse Owens, c'est que moi je suis assez fasciné par les athlètes qui transcendent leur sport. Donc on a parlé de Jesse Owens tout à l'heure, Mohamed Ali c'est pareil, ça a été bien sûr le champion fantastique qu'on connaît, mais l'histoire également qu'il traîne dans une Amérique ségrégationniste, on peut le dire. Qui a dû se battre pour exister et qui a été appelé à combattre au Vietnam et qui a dit moi mes ennemis ils sont pas au Vietnam, ils sont ici en Amérique. C'est en Amérique que j'ai des problèmes avec la couleur de ma peau et les Vietnamiens m'ont rien fait. Donc voilà, et qui jette en plus sa médaille olympique. En fait voilà, c'est des personnages qui ont dépassé le cadre du sport, qui se sont élevés en tant qu'hommes et qui ont fait la grandeur voilà, la grandeur de leur œuvre ou de voilà. Et donc on le connaît comme boxeur, mais on le connaît surtout comme homme et comme personne qui a su prendre des positions et en prenant des risques à la période où ça a été fait. Vous trouvez qu'à l'époque actuelle, il y a encore des gens comme ça, des Mohamed Ali, des Jesse Owens, des gens qui vraiment transcendent leur sport? Ou c'est plus compliqué maintenant de s'exprimer? Alors, on est dans une période où la communication va dans tous les sens. Donc, voilà, ça fuse dans tous les sens et à toutes les secondes, ce qui se passe n'importe où dans le monde, on est au courant tout de suite. Donc, il y a toujours... En fait, c'est moins marquant s'il y en a, et je suis persuadé qu'il y en a. C'est moins marquant que ça l'était à une époque où la communication était beaucoup plus difficile à obtenir, ou lorsqu'il y avait un truc exceptionnel, c'était relayé. Là, il y a plein de trucs exceptionnels, ça peut être noyé dans plein d'autres flux d'informations, et on ne sait pas forcément, mais forcément, il y a forcément des personnes qui, à leur niveau, savent s'élever au-delà de leur sport et qui font de leur notoriété sportive une voie pour s'élever et pour dénoncer des injustices, par exemple. Alors Bertrand, on va revenir sur votre parcours, car il n'y a pas que le judo. Donc vous allez aussi pratiquer le jiu-jitsu combat. Et entre ces deux disciplines, vous allez enchaîner des titres de champion de France, d'Europe et du monde aussi. Est-ce que parmi tous les titres que vous avez obtenus, il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur, qui vous a plus marqué que les autres? C'est bizarre à dire, hein, parce que lorsque je fais 4 ans de compétition au jiu-jitsu combat, et donc je gagne tout en 4 ans, je ne perds pas un combat en 4 ans, je gagne tous les tournois, je gagne tous les championnats, 3 fois les mondes, les Europes, les Jeux mondiaux. Dans la globalité, je suis fier de ce que j'ai accompli, mais le jiu-jitsu, je l'ai abordé comme en fait, la douleur que j'ai eue en tant que sportif, c'est de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques en 92. J'étais titulaire avant les mondes de l'année précédente et on m'a évincé pour placer un autre combattant que j'avais battu d'ailleurs en sélection, mais on m'a quand même évincé. Et j'ai ressenti la même injustice avant les Jeux. Et c'est ça qui a fait que j'ai décidé d'arrêter en individuel la carrière en judo et qu'il y avait le jiu-jitsu qui se présentait. Et donc je suis allé vers le jiu-jitsu. Donc ça a été plus un changement de cap par rapport à des circonstances. Donc c'est pour ça que malgré, j'aurais pu gagner 150 fois les championnats du monde, j'aurais pas été plus satisfait parce que c'est pas quelque chose c'était pas un projet de départ, même si c'est ce que j'ai fait là qui a orienté ma carrière après sur le MMA et sur le travail que je fais aujourd'hui. Alors la vie est assez marrante, mais malgré tout, ça part d'un accident pour moi. Voilà, c'est pas de Jeux Olympiques qui me fait dérouter
dévié ma route vers mon destin, peut-être finalement, peut-être que c'était écrit comme ça. Mais revenons d'ailleurs justement sur ces Jeux Olympiques, c'est 1992. Normalement, ça se passe à Barcelone. À Barcelone, ouais. Vous devez y aller. Et pourquoi est-ce que justement on vous préfère quelqu'un que vous avez déjà battu? Non, alors c'est au championnat du monde que j'avais déjà battu le sélectionné. Celui qui fait les Jeux Olympiques en 92, je ne l'avais pas rencontré. Mais c'est quelqu'un qui venait de la catégorie d'en dessous et qui a été propulsé. Nous, on se battait, tous les meilleurs de notre catégorie, on se battait. Et on lui a préféré lui, pour des raisons que je ne vais pas expliquer là. Mais en tout cas, voilà. Et ça lui a réussi, il a fait 3e. Donc c'était pas. Le judo français est très fort. Et les combattants français si on prend le podium, les 3 meilleurs français, pratiquement les 3 meilleurs ont des chances de se classer, à l'époque en tout cas, au championnat d'Europe, au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. Donc le niveau était très très fort. Mais voilà, il se trouve que je n'étais pas la bonne personne, je n'étais pas le bon choix. Et il est justifié après, derrière, quand il y a une médaille. Mais on ne sait pas ce que j'aurais fait non plus. C'est ça, donc voilà. Mais c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas trop. C'est une douleur pour moi, c'est vrai. Et j'en parle toujours avec un peu d'émotion. Mais quand je combattais, je ne me suis jamais laissé embarquer dans ce genre de sentiments. Et je me suis toujours dit, si tu veux être sûr d'être choisi, il faut que tu battes tout le monde. Si tu ne bats pas tout le monde et tout le temps, tu laisses la possibilité d'une préférence autre que toi. Donc voilà, je me suis construit comme ça, mais c'est après, forcément, après quand on revient sur son passé, on est moins dans le truc, on se dit, là c'était injuste, là c'est, voilà, mais c'est passé. Pas de regret. Non, pas de regret, parce que je ne regrette pas la vie que j'ai aujourd'hui, le fait d'avoir découvert les arts martiaux finalement en prenant un autre chemin, et je me rends compte que je ne sais pas si j'aurais été aussi heureux martialement si j'avais fait les Jeux Olympiques et fait une médaille olympique que je ne le suis aujourd'hui avec ce que je fais. Je pense pas. Justement, on va revenir parce qu'il y a une transition qui se fait vers le MMA. Déjà, qu'est-ce qui vous a plu dans cette discipline? Moi, je suis un amoureux des arts martiaux en général. J'ai fait du judo, donc j'ai été bon en judo, donc j'ai continué en judo. Et lorsqu'on est bon, on n'a plus le temps de faire autre chose. J'ai arrêté l'athlé, j'aurais pu faire du karaté d'ailleurs, j'aurais pu faire de la boxe, mais voilà, c'est le judo que j'ai fait, et c'est le judo qui m'a apporté, qui m'a amené là où je suis. Le MMA, c'est la possibilité justement de pouvoir agréger plein de compétences techniques en arts martiaux, et c'est ça qui me plaisait. J'adorais le judo, mais j'adorais le karaté, j'adorais la boxe thaï. Et là, tout d'un coup, on a une discipline où tous ces sports-là, je peux les pratiquer parce que c'est l'addition de ces technicités dans une discipline qui vont faire le combattant. Donc c'était l'endroit rêvé pour moi, quoi. Et d'ailleurs, grand moment pour vous, parce que grâce à vos maîtrises de tous ces arts martiaux, vous allez prendre part au fameux Pride FC. Et pour ceux qui ne savent pas trop, vous allez être... Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que le Pride FC? Le Pride FC, c'est... J'ai vu des images, c'est violent quand même. Oui, bah, les sports de combat sont violents. Après, il faut définir ce qu'est violent. Là, on peut en parler également de la violence. Mais forcément, lorsqu'on fait un sport de combat au chaos, où je peux faire un mélange de boxe thaï, de lutte, de jiu-jitsu, avec en plus des frappes au sol, oui, pour des personnes qui ne connaissent pas les sports de combat, c'est violent. Pour moi, c'est pas violent. Pour moi, la violence, c'est une intention. Quand je fais un sport de combat, je m'entraîne contre un adversaire qui s'entraîne contre moi, et le but, c'est d'être le plus fort possible. Et une fois qu'on a fini, on a échangé techniquement, eh ben, on se retrouve, et puis souvent, on se dit, tiens, je vais m'entraîner chez toi, ou tu vas m'entraîner chez moi. Ouais, donc pour moi, la violence n'a rien à faire dans un sport. Je peux être très très violent avec des mots. La violence, c'est une intention. C'est une intention de vouloir faire mal avec ou sans raison. Le sport, c'est autre chose. Le sport, je ne cherche pas à faire mal avec ou sans raison. Le sport, je cherche à me dépasser à travers l'utilisation de certaines techniques qui peuvent être considérées comme violentes. Voilà, c'est la nuance. Un peu de philosophie, Bien sûr. mais c'est vraiment comme ça qu'on le vit, tous les combattants. Donc c'est pas, et si c'était de la violence, il y aurait pas cette attitude, cette cohésion entre les combattants qui vivent la même chose et qui vivent ces émotions fortes justement du combat. La plupart des gens qui se rencontrent, ça devient des amis après les combats. Parce que chacun s'est rendu compte que l'adversaire qu'on a eu sur ce moment-là nous a aidé à progresser en tant qu'homme.
Et du coup, pour vous, le Pride FC, c'est une consécration à ce moment-là? Le Pride FC, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la Mecque. En fait, c'était l'endroit où pouvaient se rencontrer tous les meilleurs combattants de tous les sports de combat confondus. C'est ça. Donc, l'idée, en fait, c'est que il n'y avait pas de sélection pour être au Pride. Il n'y avait pas de sélection. C'était une organisation japonaise et l'organisation vous invitait. Comme dans les films, vous recevez un courrier qui vous demande d'aller combattre Kumite dans une île perdue où on va retrouver des gens qui viennent d'autres horizons avec d'autres sports. C'est exactement ça le Pride FC. C'est exactement ça. Donc, juste le fait de recevoir une invitation pour combattre pour le Pride, c'était une espèce de reconnaissance par les instances mondiales des sports de combat qu'on était un bon combattant. Donc il y avait cette... Et puis en plus c'était au Japon, donc il y avait un peu cette ambiance, cet univers-là. Donc juste le fait de participer déjà à ce truc-là, c'était un truc énorme. Donc en plus de gagner... De gagner, voilà, d'être le premier Français à gagner au Pride FC. Ouais, enfin en même temps, on est que 6 Français à avoir combattu. On n'y allait pas comme ça. C'était, voilà, comme j'ai expliqué, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on est que 6 Français à avoir combattu et à avoir fait un combat. Et moi je suis le seul à avoir gagné mon combat. Donc, ouais, c'est de la chance, c'est plein d'autres choses, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Beaucoup de technique aussi. Oui, bien sûr, mais voilà, ça s'est passé. J'ai un adversaire que j'ai battu. C'est pas le Pride FC, c'est pas un championnat du monde. Je sais pas si vous voyez, c'est pas un championnat du monde. C'est plus que ça en fait. C'est plus que ça parce que il y a plein de champions du monde de différentes disciplines qui ont été invités pour combattre. Et on n'y va pas en se disant je suis champion du monde de ma discipline, donc ça va bien se passer. On ne sait pas où on va. On ne sait pas comment ça se passer parce qu'en face, on a peut-être quelqu'un qui vient d'une autre discipline et dont les techniques vont complètement annihiler le style que j'ai, de combat que j'ai. Donc c'est quelque chose de très très particulier. Il n'y a personne qui était en sécurité dans le ring du Pride. Donc c'était ça aussi qui faisait l'ampleur de cet événement. Alors vous allez quand même rester après ça dans l'univers des sports de combat parce que vous avez notamment été président de la Fédération internationale de MMA. Vous avez aussi une académie à Genève, ouais. C'est comme ça. Du coup, comment ça se passe votre quotidien? Parce qu'on a l'impression que ça va à 100 à l'heure. Oui, ça va à 100 à l'heure. Ça va à 100 à l'heure. Bien sûr, il y a l'académie, ça c'est mon boulot de tous les jours. Je suis également président de la commission française de MMA que j'ai créée en 2009. Donc mon travail, c'est de le MMA, si vous le savez ou pas, le MMA en France est interdit, est un sport interdit. Et il y a 2 pays dans le monde où c'est interdit, c'est la Norvège et la France. La Norvège, en fait, interdit tous les sports au chaos. Donc c'est une politique qu'ils ont. En France, c'est pour le coup arbitraire parce qu'on fait de la boxe, on fait de la boxe style, on fait du kickboxing, mais on ne fait pas de MMA. Donc on est sur une situation, voilà, que j'essaie de faire évoluer depuis 14 ans maintenant. Et donc voilà, donc je travaille sur ce dossier-là. Je travaille à la Fédération internationale où justement on essaie, parce que le MMA est un sport quand même assez jeune, où on essaie d'aider les fédérations nationales dans le monde entier à structurer. Donc voilà, donc ça c'est également un gros boulot. Donc les déplacements, les championnats, on parle de MMA amateur, donc on a lancé également les championnats amateurs, continentaux, nationaux au niveau des fédérations, et puis donc les championnats mondiaux. Et puis mon travail de coach de MMA à l'académie, à la Martial Arts Academy de Genève. Du coup, vous l'avez évoqué, c'est l'interdiction du MMA en France. C'est juste parce que c'est encore un sport qui est, on va dire, entre guillemets, mal perçu, ou il y a quelque chose derrière encore? C'est un sport qui est mal perçu. Si vous êtes un parent d'un enfant qui veut faire du MMA, alors c'est mal perçu et d'un autre côté, c'est très très répandu parce qu'il y a des jeux vidéo, c'est un sport où, comme je l'ai dit, je pense en fait c'est un sport qui correspond à notre époque où on veut aller vite. On a quitté un petit peu les arts martiaux en kimono traditionnels, ancestraux, avec tous ces codes, et on arrive sur une discipline un peu hybride où on peut tout faire en même temps. Et malgré tout, très très technique et qui demande énormément en termes d'entraînement, de quantité d'entraînement, parce qu'il faut agréger beaucoup de compétences. Donc en fait, les combattants qui s'illustrent en MMA
sont un peu considérés comme des super-héros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est un sport qui marche très bien. Visuellement, l'univers dans lequel on combat est un octogone grillagé, donc qu'on appelle vulgairement une cage. Donc il y a aussi ce truc-là qui donne encore à cette sensation spectaculaire du combat. Donc ça marche très bien au niveau télé, au niveau média forcément les gens s'y intéressent, et les combattants qui sont forcément emblématiques parce que on n'arrive pas à ce niveau d'excellence dans plein de disciplines sans être une personne qui a quelque chose à raconter. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Et du coup, vous pensez qu'à l'avenir, ce serait une discipline qui pourrait être autorisée? Elle va l'être, fatalement. On n'est pas... la France, on est un pays comme tous les autres. Alors bien sûr, on est regardant au niveau de la sécurité. Le truc, c'est que le MMA est passé par une période, en fait, lorsqu'il a démarré. C'était, comme je l'expliquais tout à l'heure, la volonté d'un combattant d'un sport de combat d'opposer un autre sport de combat. On se pose la question de quel art martial le plus efficace. Est-ce que si un judoka rencontre un lutteur, qu'est-ce qui va se passer? Si un boxeur rencontre un mec qui fait de la capoeira, qu'est-ce qui va se passer? C'était ça, c'est un petit peu la réponse à cette question. Donc quand ça a démarré, il n'y avait pas de règles. Parce que si on mettait des règles, c'était peut-être avantager une des disciplines. Et donc c'est vrai qu'au départ de ce projet qui est devenu le MMA, c'était un petit peu n'importe quoi. Pour le coup, c'était violent parce qu'il n'y avait pas... C'était pas forcément des gens qui venaient avec un parcours martial, avec une éducation martiale. C'était plus des bagarreurs. Et le sport s'est construit, s'est mis en place. Et aujourd'hui, on a affaire à un sport qui est super structuré. Sauf que les gens qui sont de l'extérieur et qui ne veulent pas faire l'effort de regarder ce que c'est, restent sur cette image de sport violent, deux personnes qu'on met dans une cage et qui vont se battre. Et la fameuse phrase « deux hommes rentrent, un homme sort ». Voilà. Donc, mais ça disparaît très vite lorsqu'on s'intéresse. Dès qu'on va à un événement, on s'intéresse 2 secondes à comment ça se passe et on se rend compte que c'est pas du tout ça. Voilà. Donc on est passé d'une période où les gens, même les journalistes, n'ont pas du tout cherché à savoir ce que c'était, parce qu'ils avaient l'impression de comprendre ce que c'était en regardant. Mais c'est un sport qui est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc lorsqu'ils ont commencé à se déplacer pour voir en effet ce que c'était, là ils ont commencé à écrire d'autres papiers, en se rendant compte que, en effet, voilà, c'était un sport super structuré, super technique, qui demandait énormément, et que les personnes justement qui pratiquaient étaient les personnes qui avaient un parcours martial, une vie souvent. Les générations futures, ça va changer, mais un passé dans un autre sport de combat, donc avec une vraie éducation et tout ce qui va derrière, toutes les valeurs qui vont justement derrière les valeurs des arts martiaux. Comme quoi, il faut souvent dépasser les a priori pour connaître la vérité. Et c'est tout le temps ça. Merci beaucoup Bertrand pour cet entretien. Merci pour l'interview.